Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le dimanche 14 janvier 2024. Vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 177, en direct de New York et depuis le bar du Harlow Hotel. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, bonne année à tous. Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de braver le froid, le vent et la neige. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce partout. Incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission new-yorkaise, retour sur le premier jour de la NRF. Pendant 3 jours, on vous fait un récap de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Cette série s'appelle NRF pour notre récap français. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Alors Laetitia, comme chaque année, je vais te poser les traditionnelles questions. La NRF, qu'est-ce que c'est que ça? La NRF, c'est l'événement international du National Retail Federation. En gros, c'est la plus grande fédération américaine, voire même mondiale, qui regroupe les grands magasins, les détaillants spécialisés, les catalogues, enfin ceux qui vendent par catalogue, en ligne, les indépendants, les chaînes de restaurants. Bref, c'est un truc qui pèse dans le game. Et si on voulait être puriste, c'est pas vraiment l'événement NRF, c'est l'événement Retail's Big Show. Mais tout le monde dit NRF. Oui, ça s'appelle NRF de Retail Big Show. Voilà, c'est ça. En gros, c'est l'événement que la NRF organise dédié au retail. Et c'est, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi l'historique? Est-ce que c'est connu? Enfin, c'est quoi le poids que ça a dans... C'est quand même la 114e édition. Donc oui, j'étais pas né. Quasiment historique. Et puis c'est le fondateur de Walmart, non? Si je me trompe pas. Je crois que c'était ça. L'année dernière, c'était ça en opening session et je crois bien que c'est en tout cas c'est un fondateur. Exactement, ils sont très liés à Walmart et à l'histoire du retail aux États-Unis. Bon, cette année, la 114e édition a lieu du 14 au 16 janvier. On a 3 jours de programme dit éducationnel à destination des retailers du monde entier. Et effectivement, ça parle toutes les langues à la NRF. Et puis si on rajoute un petit peu, parce qu'il y a toujours la journée off, une journée le samedi où il se passe des trucs, faut être inscrit, etc. C'est même 4 jours. J'ai l'impression que ça s'étend et tu peux facilement, avec tous les événements, tout ce qui se passe, ça peut même durer un peu plus de temps. Alors, en termes de nombre de personnes, qui y va? Il y a combien de personnes? Balance-nous des chiffres. Alors déjà, on est au cœur de Manhattan, donc c'est assez central. C'est au Javits Center. C'est l'un des plus gros centres de congrès new-yorkais. On attend 35 000. En tout cas, l'année dernière, il y avait plus de 35 000 personnes qui se sont rendues au Javits Center. On a plus de 1000 exposants, plus de 75 pays qui exposent. Il y a des pavillons selon les pays. Il y a même le petit pavillon France d'ailleurs. Et puis, on y retrouve des CEO, des chairmen, des founders, des C-level, des gens assez importants qui viennent faire leur marché ou qui viennent présenter leur tech. Est-ce qu'on parle e-commerce ou pas? On ne fait que parler d'e-commerce ou pas. Enfin, on va le détailler tout à l'heure. Finalement, c'est très lié à l'e-commerce, mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de magasins qui interviennent lors de ce salon. Ce qui est plutôt cool, autant il y a quelques années, tu vois, ça me gonflait quand on parlait trop magasins dans les événements. Là, maintenant qu'on est vraiment dans l'omnicanal. Parce qu'on en parle bien, en fait, là. Il y a peut-être ça. Et puis aussi le fait que tout soit connecté, interconnecté, c'est peut-être. Il n'y a plus trop de limites, exactement. Mais ça ne deviendrait plus à l'idée de parler que du online et de pas du tout évoquer les magasins. Oui, et puis les store tours, c'est une part très importante de l'organisation de la NRF. C'est quoi les store tours? Enfin, les gens connaissent, mais c'est la visite de magasins clés. Très, on va dire, qui sont dans la tendance et qui présentent certaines innovations. Oui, et pourquoi tout le monde fantasme autour des store tours? Je pense qu'on fantasme beaucoup parce que c'est New York et qu'on imagine que les magasins les plus innovants sont ici. Alors, je dirais pas dire que c'est les plus innovants, mais en tout cas les plus audacieux. Mais alors, tu dirais que par rapport aux événements de l'année, la NRF ou ce salon-là, c'est un truc qui pèse, c'est un truc important? C'est le plus gros événement. S'il y a un événement où on doit mettre de l'argent et on doit voyager, je pense que c'est vraiment la NRF. J'ai l'impression de dire ça pour tous les gros événements, tu sais. Non, les événements où on est, tu vois. Les événements où on n'est pas là, voilà, ils sont nuls, c'est ça. Adrien, il y a des Français. On les voit tout de suite dès qu'on arrive sur un certain étage. Ouais. Alors, je sais pas si c'est l'entrée, parce qu'il n'y a pas vraiment d'entrée, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, ils sont bien situés sur une des entrées. Il y a le pavillon qui s'appelle Business France ou le pavillon français. Et il y a une quarantaine de boîtes. Je me souviens plus l'année dernière combien il y avait de sociétés. J'ai même pas envie de dire des startups, parce que c'est pas des startups, ce sont des sociétés qui ont été choisies pour représenter la France. On trouve
retrouves des Autone, Eku, Absolute Labs, Booksy, KBRW, OneStock, etc., etc. Il y en a une quarantaine. On va essayer de passer les voir dans les prochains jours. Mais bon, après, c'est vrai qu'on vient pas à New York pour voir nécessairement les boîtes français. Ouais, ça fait plaisir quand même de les voir. Bah, c'est bien de les reconnaître, puis de leur faire coucou. On suit leurs évolutions. Et puis c'est des copains, donc on va les voir, on rigole, on discute avec eux. Mais c'est vrai que nous, on rigole, avant de commencer, surtout toi, tu laisses tes affaires sur leur stand. Et on les remercie. Et d'ailleurs, peut-être avant de commencer ici avec toi, qu'est-ce que t'attends de ce salon? Qu'est-ce que tu cherches en venant ici? Alors moi, je cherche des choses qui n'apparaissent nulle part ailleurs. Et je crois que déjà pour le premier jour, je suis assez servie. Et quand je dis des choses, c'est pas que des choses, mais des concepts ou des sujets qu'on aborde nulle part ailleurs. Et toi, Adrien? Moi, j'ai le doux rêve de trouver une pépite, un truc. En fait, c'est la même réponse que toi, mais je vais le formuler différemment. C'est le truc qui existe nulle part ailleurs, qu'on a dégoté un petit peu et qu'on a détecté, qu'on a trouvé, qu'on se dit waouh. Non, toi, dans ton langage, c'est la tech. Oui. Moi, alors c'est que très moi, tech. C'est plus très inspirationnel. Non, voilà, on est d'accord. Et au contraire, ça me gonflerait inspirationnel. Parce que ça, c'est trop high level, déconnecté. Moi, je vois un truc, j'ouvre le capot, je vois le truc, je dis, mais c'est un truc de fou furieux. Donc, ouais, mais toujours ce sentiment de se dire, on s'est déplacé, on a envie de voir des trucs qu'on trouverait pas sur Internet ou sur Google. Laetitia, je propose de commencer tout de suite avec des choses qui nous ont marqué. Alors là, on est à la fin de la première journée, on est fatigué, tu commences à être malade. Tu dévoiles tout. Non, mais bon, voilà. Ça donc, s'intéresse vraiment les gens. Je pense que tout le monde s'intéresse à toi, bien entendu. 3 choses qui t'ont marqué en dehors du ton passage à la télévision qui a fait grand bruit. Ah oui, mais avec le décalage, je l'ai pas suivi. Donc, alors, 3 trucs, on ça n'a pas fait grand bruit. La première chose qui t'a marqué de la journée, une chose qui t'a marqué. Bon, on a commencé avec un store tour organisé avec et par New Store. C'était super. C'est dans le super quartier de Soho que j'adore, et puis surtout des boutiques que j'aime beaucoup. On a fait notamment un store tour chez Ganni, qui est une marque premium, on peut le dire, sur du luxe assez accessible, on va dire ça comme ça. Accessible, le sac à 350 balles, le petit sac minuscule où tu mets à peine une carte de visite. Je sais pas si c'est accessible, ça dépend pour qui. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais c'est déjà pas 3500 €. Ok, d'accord. Donc c'est pas du luxe. Ok, c'est du premium. Ouais, bon, c'est toujours les positionnements entre le luxe et puis le premium. Exactement. On dirait premium. En tout cas, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la disparition des caisses. Quand on est dans un magasin classique, on a nos repères. On sait très bien où on va pouvoir trouver les cabines d'essayage, et parfois même dans certains magasins, c'est indiqué. Et puis surtout, on sait où est-ce qu'on va payer. Et ben là, c'est fini. Tous les repères un peu comme ça, j'allais dire spatio-temporels, parce qu'effectivement, quand on est dans une boutique, on sait qu'on va y passer ou pas un certain temps. Et puis on sait surtout qu'à un moment donné, on va devoir passer à la caisse. Et ben ça n'existe plus. En fait, maintenant, les vendeurs et les vendeuses sont quasiment tous aux États-Unis équipés du tap to pay, technologie dont tu as parlé tout à l'heure, ou en tout cas ils sont équipés de terminaux et ils sont hyper mobiles, et en fait tu sais pas quand ni où tu vas pouvoir payer. Bon, moi c'est pas que ça me bouleverse et que je suis perdue, je trouve ça au contraire super, parce que moi je déteste faire la queue et je déteste me retrouver à la caisse. Enfin, je n'aime pas ce concept-là. Mais là, je trouve que c'est de plus en plus visible. Et du coup, moi, je me dis que le modèle Apple a vraiment fait, c'est pas son bout de chemin, mais ça y est, quoi. C'est un vrai modèle qui est ancré dans le retail. Sur ce, tu vois, ça rejoint mon premier point que je l'avais sur le store tour. Je vais essayer d'être concis. Ce magasin, c'était intéressant. Déjà, je pense pas que ça soit applicable à tout, parce que tu l'as dit, c'est du luxe, c'est du premium. Ouais, tu peux enlever les POS. Enfin, tu peux avoir ton vendeur qui achète, tu enlèves la queue, mais le magasin, il est minuscule. Donc, en fait, les vendeurs, je sais pas si t'es d'accord avec moi, les vendeurs, ils sont vraiment très conseillés. Ils accompagnent. C'est des super vendeurs. Ouais, en tout cas, celles qu'on a vues, ils ont une personnalité. Elles incarnent, parce qu'on a eu des filles, elles incarnent vraiment la marque. Elles connaissent par cœur les produits. Elles connaissent très bien les choses. Elles connaissent les outils qu'elles utilisent. Ça tombe pas en panne, le bordel, quoi. Elles sont pas là, je sais pas quoi faire et comment payer le tap to pay, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas qui t'imite, mais je me solidarise de cette imitation tout de suite. Donc vous pouvez envoyer vos mails d'insultes ou de plaintes à Laetitia lecafé-de-l'e-commerce.fr. Non, mais donc, blague à part, donc déjà ça peut pas se transférer partout. Sur ce que tu disais sur la technologie, je trouvais ça intéressant. Sur faire la queue, c'est une chose, mais il y a plein d'autres avantages que du coup on a découvert lors de ce store tour. On a fait découvrir plutôt même, c'est la capacité à reconnaître le client. Parce que tu vas pouvoir de n'importe où reconnaître son historique et lui personnaliser des choses. La possibilité d'acheter beaucoup plus rapidement avec, on en parlait du tap to pay. Ils ont sorti des stats. 60% des gens qui vont dans ce magasin qui achètent font du tap to pay, donc avec le téléphone. 30% c'est du contactless avec la carte, donc tu mets juste la carte, et seulement 10% insèrent la carte. Ils n'ont même pas parlé de cash, mais je pense à ce niveau-là, personne ne paye en cash. Si t'es un oligarque russe, peut-être que tu te trimbales avec des billets, mais en général, il y a pas trop de cash. Et là, c'est toi qui te désolidarises de cette blague. Je te connais par
marqueur. Mais donc, expérience intéressante. Je connaissais pas la marque. Apparemment, ils ont des magasins à Paris, donc on ira mater ce qu'ils font et comment c'est. C'est une marque danoise. Ouais, j'ai fait mes recherches aussi. J'étais étonné de voir que c'était une marque européenne. Donc, bonne expérience et ça marchait. Bah, du coup, t'as acheté. Littéralement, t'as passé une commande et on a fait les photos. Enfin, je me suis amusé à faire les photos. Hyper rapide, hyper fluide. Les conseillères de vente, en tout cas ces espèces de vendeuses augmentées, elles étaient géniales. Mais moi, j'ai pas perdu mon temps. Et ce que je déteste dans les magasins, c'est perdre mon temps. Mais c'est perdre mon temps quand je pose une question, c'est perdre mon temps quand on va me ramener le produit parce que c'était pas le produit d'exposition, mais un autre produit. Mais tout était nickel, quoi. Moi, j'ai bien aimé un truc parce que pareil, je suis un peu fou furieux. J'aime pas perdre mon temps ou j'aime pas quand il y a un truc qui bloque. Et pendant que t'étais sur la tablette, enfin sur le téléphone, en train de remplir les informations pour acheter, elle faisait déjà le packaging. Donc en fait, tu perds jamais ton temps. Et ça, je trouvais ça plutôt et smart. Elles connaissent magnifiquement bien leurs produits. Tu leur dis, c'est quoi ton produit le plus vendu? Pour le coup, moi, j'avais fait mes recherches et je savais déjà. Elle a répondu la bonne question, qu'il y a une certaine chemise en popeline, machin, nan. Mais bon, elle a été propulsée aussi par beaucoup de fashionistas, donc elle est archi connue cette chemise. Mais elles connaissent leurs produits sur le bout des doigts. Ouais, donc premier point, là, les Store Tours, c'était plutôt cool. Deuxième point, Laetitia, de la journée, un truc qui t'a marqué? Bah écoute, c'était qu'on arrive et qu'on franchit les portes du Jarvis Center, il y a de la publicité pour une solution qui n'est pas une solution e-commerce. À ton avis, c'est une solution qui vient de quel secteur? Non, j'ai aucune idée. Eh ben, c'est une solution RH. Ok. C'est une solution people, c'est une solution management of the people qui s'appelle UKG. C'est une solution britannique. Et en fait, déjà, quand tu ouvres les portes, ça te donne le ton, moi, je trouve. Et effectivement, tu as plein de solutions qui sont sur le Jarvis Center, qui exposent, qui sont autour du people, autour du work management, workforce management. Ouais, parce que c'est pas que RH. Alors, je sais pas en français comment on appelle ça, parce que c'est d'un côté gestion RH et d'autre c'est workforce management. T'as raison, c'est gestion des Mais gens. ça va aussi avec du workday, avec de la gestion du payroll et toutes ces choses-là. Mais moi, je les ai jamais vues avant, toutes ces solutions-là. Pour moi, c'est dans un salon RH. Je suis d'accord. C'est pas ici. Ou learning technology. Est-ce que c'est pas parce que les années précédentes ont regardé moins ça? Non, franchement, j'ai l'impression aussi, mais je pense qu'ils étaient là. Je suis quasi sûre qu'ils étaient là. Mais là, en fait, quand les gens payent de la pub comme ça, jusque dans les toilettes et machin, tu sais que en tout cas, ça va faire partie des tendances et que ils sont pas là pour rester avec un sticker dans les toilettes. C'est des gens qui vont prendre la parole sur des comptes. Tu parles beaucoup des toilettes, on sent que t'es malade. Mais au-delà de ça, il y a plein de stands. C'est-à-dire, toi, tu parles de la pub, il y a plein de stands. Mais partout tu te balades. Je parle de mon expérience. J'ouvre les portes, je vois déjà cette pub. Après, je me balade, je vois qu'il y a que des stands comme ça. Et puis, quand tu discutes avec toutes ces solutions-là, elles t'expliquent que de toute façon, elles vont prendre la parole et qu'elles vont venir avec des use cases et que la gestion des ressources humaines est hyper importante, en tout cas là, en ce moment et pour ce salon. Et toi, Adrien? Bah écoute, j'avais peur que tu me le voles et tu me l'as laissé avec toute l'élégance qu'on te connaît. C'est l'IA. Alors oui, c'est comment on dit ça, Laetitia, quand c'est des lieux communs? Que l'IA est partout, on en parle tout le temps. Mais alors l'année dernière, je me souviens très bien avoir dit ça, qu'on voit de l'IA partout, mais là on est à un autre niveau. Là c'est partout. Il y a un floor des Non, mais attends, partout. Dans le sens où même les solutions de RH, tu vas voir de l'IA, c'est dans toutes les discussions, dans tous les thèmes, même quand on va parler de sustainability, je vais te parler tout à l'heure de circularité, etc. Il balance de l'IA, donc l'IA est partout. Et donc c'est incroyable de voir l'IA partout. Je vais te dire après ce que j'en pense. Mais donc première impression, en tout cas de cette première journée, moi qui me frottais les mains avant le salon et qui me disait j'ai envie de découvrir des trucs sur l'IA, et ça va peut-être dans l'autre extrême qui est comme il y a tellement de trucs, rien apprendre. Non, mais c'est plutôt dans le délire infobésité. Il y a trop d'infos et il va falloir que je déniche. Ok, au-delà de ça, c'est quoi les vrais trucs? T'es d'accord avec moi ou pas? De l'IA partout? Je suis d'accord avec toi en même temps. Je sais pas si toi t'es surpris. Moi, je suis pas surprise. Je le savais puisqu'on a déjà fait des tas de salons et c'était déjà le grand mot d'ordre. Oui, c'est vrai. Là où ça va être intéressant, c'est de voir comment est-ce que ils vont en parler. C'est appliqué, et comment ça va être appliqué. Je suis d'accord. Troisième tendance, Laetitia. Enfin, troisième point qui t'a marqué la journée. C'est pas une tendance, c'est un point. On a fait quelques conférences et ça y est, on reparle de la Chine. L'année dernière, c'était absent la Chine. On n'en parlait pas. C'était un peu tabou. Et là, ça y est, on recommence à parler des modèles chinois. On recommence à parler du modèle économique chinois. Comment est-ce que se porte le retail chinois? Et il y a des conférences qui sont dédiées. On va assister notamment à une conférence sur les géants de l'e-commerce chinois. Voilà, l'année dernière, on n'en parlait pas. Et dans un épisode, j'avais dit mais c'est le grand absent. La Chine n'existe pas. J'ai une explication pour ça. Alors vas-y, explique-moi les choses. À mon avis, tu le sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'acteur de l'année dernière qui a mis des coups de boule à tout le monde? Ah oui, c'est Temu. Oui, c'est Temu. Et je pense aussi Chine. Oui, aussi. Mais ils étaient. Mais à mon avis, Temu, il met des coups de pression à tout le monde. Enfin, c'est peut-être pas la seule explication. Il y a plein de facteurs. Mais je serais pas surpris que notamment Temu, il est en train de mettre en avant plein de trucs. Il y a une nouvelle force qui arrive. Qui sont les deux plus grosses applications. Complètement. Mais ça veut dire qu'il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver, qui est en train
train de mettre à l'amende beaucoup d'acteurs. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Exactement, t'as complètement raison. Et toi, Adrien, ton troisième point? Eh ben écoute, c'est une petite déclaration d'amour de cet événement parce que et tu sais très bien que je suis pas amoureux des Américains, etc. Bon bref, mais finalement cet événement il est extraordinaire. Je me souvenais que l'année dernière c'était cool, mais je me souvenais pas à quel niveau c'était vraiment très très cool. Pour utiliser ma nouvelle expression du moment, c'était tellement coolos. Tout le monde du retail et de l'e-commerce est là. Et dans le Javits Center, je l'appelle le Jarvis Center. Dans le Jarvis Center et à l'extérieur, il y a plein d'événements qui sont organisés à l'extérieur. Il y a la Mac House avec Macadance, mais il y a plein d'événements le soir, le matin, etc. Et ça commence une journée avant, ça continue une journée après avec d'autres événements. Je trouve ça très bien et je suis tellement content. Il y a des sujets de supply, de retail media, de people, comme on disait, d'e-commerce, de e-commerce à fond, archi-e-commerce, de personnalisation, d'OMS, etc., etc. Donc il y a tous les sujets qu'on aime bien et donc je me sens tellement bien, je trouve ça super cool. Et il y a plein de retailers, les Walmart et compagnie, les Sephora, les Moët & Cie, enfin il y a plein de retailers, donc j'ai vraiment l'impression que c'est the place to be si on est passionné par l'e-commerce et le retail. C'est un événement qui est quand même à 150% complet. Il y a de tout, comme tu dis. Il y a de tout, et c'est aussi un des travers, c'est qu'il faut vraiment qu'on pioche et que mais tu sais, il y a des salons, je me plaignais qu'il y a des trucs de robots, je m'en fous complètement. Il y a un étage entier. Alors on n'a pas tout vu. Peut-être qu'il y a ces trucs-là, mais finalement j'ai l'impression que oui, t'auras un peu de ton robot, t'as suppléé tout machin, t'as un peu tout, beaucoup de tout, et c'est plutôt cool. Par contre, c'est géant. On l'a pas dit. C'est très grand, trop grand. Et on n'a pas tout fait. On n'a rien fait du tout. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait du tout. Je sais pas même pas pourquoi on parle dans le podcast, parce qu'on parle de trucs qu'on sait rien. Adrien, on a parcouru quelques kilomètres quand même et on a découvert 3 techs. Ce sont les 3 techs de la journée. Quelles sont-elles? Première, c'est une boîte qui s'appelle Butcherify qui fait. C'était intéressant de les rencontrer parce que je les ai rencontrés. Sir, can I ask you one more, please? Thank you very much. On reprend, Benoît. Mais non, tu laisses, on coupe rien du tout. On voit que je prends des drinks. On voit que t'es un alcoolo. Je peux avoir une autre botelle? Non, c'est un verre, une eau gazeuse. Bien sûr. Non, on coupe rien du tout. On laisse la spontanéité. On avait dit qu'on était dans un bar. Non, vraiment, on laisse. On est à la cool. On coupe rien. Première, c'est Butcherify, solution de promotion, moteur de promotion, qui vient d'Europe, qui vient de Pologne et qu'on a rencontré à la Mac House. Alors, tu vois, ça faisait le lien sur ce que je te disais tout à l'heure, où il y a des trucs qui se passent en dehors de l'événement. Littéralement à 5 minutes à pied du Jarvis Center, tu as un truc qui s'appelle la Mac House avec la Mac Alliance. Je dois y avoir une trentaine, quarantaine, peut-être 50 d'acteurs. Et il y a plein de rendez-vous qui sont faits. J'ai reçu pas mal de messages justement de personnes autour de moi qui me disent rejoins-moi là-bas. C'est aussi la technique, tu as pas le billet pour venir à la NRF, tu donnes le rendez-vous. Bon bref. Si t'es ban, tu sais que t'as quand même donc, une solution. Boîte moderne qui fait des trucs très cool, ouverte et qui a l'air de bien marcher, qui se développe aux États-Unis notamment. Laetitia, t'as remarqué, t'es tombé nez à nez avec une superbe boîte de ton côté. Ouais, c'est une boîte qui s'appelle WorkJam. C'est la super application pour ce qu'ils disent eux les frontline workers. En gros, c'est toutes tes équipes commerciales, tes équipes terrain. On parle bien de boutique là cette fois-ci. Et WorkJam, c'est une société canadienne et on a eu l'honneur de les interviewer. Moi, ce que j'ai bien aimé avec cette boîte, c'est qu'ils sont sans prétention. Pourtant, ils ont l'air de vraiment peser dans le game. Et je pense que on va entendre parler d'eux très prochainement sur le marché européen. Ils sont super cool. C'est une boîte canadienne, je l'ai déjà dit, mais surtout il y a des francophones. Ce sont des gens qui viennent de Montréal et c'est plutôt cool. On a enfin percé le mystère de ces people solutions qui sont en masse sur le salon. Qui ont tous le même nom avec du work quelque part. C'est toujours compliqué de moi j'aime bien le mot WorkJam. Ouais, enfin bon, leur stand est joli, mais je sais pas si t'es d'accord avec toi, mais avec moi, mais quand on est allé les voir, ça aurait pu être, je sais pas, le Google du secteur. On les connaît pas du tout. Il aurait pu nous regarder, mais tu ne connais pas. T'es vraiment d'où tu débarques. Mais c'est ça qui est joli, parce qu'ils avaient l'air, comme tu dis, d'être gros, d'avoir plein de clients, de faire plein de trucs. Donc ok, pas mal. Et toi, Adrien? Une boîte dont déjà le nom me faisait sourire, s'appelle Session AI, et je pense que dans le nom tu as tout. IA dans la session, c'est de la personnalisation. Ce qui t'explique, c'est que 90% des personnes qui viennent sur ton site, même plus, sont complètement anonymes. Ils se loguent pas et ils vont pouvoir t'aider à convertir ces visiteurs anonymes. Alors il y a un paquet de solutions cookieless qu'on a eu au micro, qu'on a rencontré dans des salons. Je trouvais simplement que cette boîte, ça fait partie justement de cette nouvelle génération de solutions qui s'adaptent à la disparition des cookies, à l'émergence de l'intelligence artificielle, à l'ouverture aussi des plateformes pour pouvoir s'intégrer à n'importe quoi. Alors la personne avec qui j'ai discuté, il était plutôt sales, donc il y a des questions sur lesquelles je suis pas convaincu des réponses qu'il m'a apportées, mais j'ai trouvé ça très sympa, donc bonne solution. Il y avait une belle animation sur le stand. Ah non, là non, carton rouge. Je sais. D'accord, ok. Je suis ironique. Ok, d'accord. J'étais vénère, je t'ai dit tout de suite, mais c'est quoi ce truc? Vas-y,
explique-le, Laetitia, rapidos. En fait, il y avait une photographe et je lui ai posé la question, c'est son travail, elle est photographe professionnelle et il proposait de faire des photos qui étaient après dopées à l'IA, c'est ça? Ouais, non, mais c'est surtout, comment on appelle ça, Avatar. Ça s'appelait on t'avatarise, viens t'avatariser. Ils vont te proposer 6 avatars. Ouais. Sauf que nous, on s'attend à avoir de manière très instantanée une proposition. Il y a des apps dans ton téléphone qui le font. Oui. Je pensais qu'elle allait sur mid-journée, qu'elle allait faire un truc de ouf. Ah bah non, faut attendre 2 semaines et ça va être envoyé par email. Tout est à la mano, etc. C'est n'importe quoi. Et on est dans une boîte qui s'appelle Session AI. Tu vois, il est où l'IA là-dedans, tu vois, enfin, automatisé, etc. Donc, non, un peu du grand âme, mais mine de rien, c'est grâce à ça qu'on s'est arrêté, qu'on a parlé, qu'ils nous ont scanné, etc. Un très bon. Ils ont réussi, peut-être. Exactement. Adrien, on est aussi à la NRF pour assister aux conférences et on sait que la NRF propose un catalogue quasi infini de conférences, toutes aussi excellentes les unes que les autres ou pas. On s'est imposé pour ce retour là de cette première journée, vu qu'on va faire un paquet de conférences, de garder une seule conférence par jour, enfin qu'on va partager au micro. Bah écoute, je te propose de commencer. Je prends le micro et je le garde. C'était PepsiCo qui Pepsi, le CEO de Pepsi, Steven Williamson, je l'appelle Barry White, il a une voix extraordinaire, il a un look de fou. On veut pas le regarder, on veut juste l'écouter. Ouais, non, il est extraordinaire. Par contre, ce qu'il raconte, c'est de la merde, donc il vaut mieux l'entendre plus que l'écouter. Et il était interviewé par je sais plus qui, par un mec de Deloitte, je sais plus c'était quelqu'un de chez Deloitte. Ouais, t'es sûr, c'est Deloitte. On s'est fait têche de la table Deloitte. Ah, voilà. Ils sont arrivés en masse. Donc le thème de la conférence était c'était un truc autour de la sustainability, c'est on lead comment regarder un futur meilleur avec des sujets sur la sustainability, comment dire. Non, c'était plus autour de l'alimentation déjà. Et comment est-ce que Thank you very much. Merci beaucoup pour cette superbe eau gazeuse qui m'attend, cette deuxième verre de gazeuse qui est servi dans un verre magnifique. Dans un très beau verre. Bon, écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les premières minutes, Monsieur Deloitte t'explique les grandes tendances, une grande étude qui sont balancées en ligne, qui est accessible d'ailleurs, je l'ai retrouvé sur Internet, ça s'appelle The 6 Forces Shaping the Future of the Consumer Industry. C'est les 6 forces qui sont en train de redéfinir le futur de l'industrie de la consommation. Donc, tu as beaucoup de choses autour de la tech, de la société, des changements culturels. Et à la fin de son introduction, on a eu Pepsi qui est venu parler de son expérience. Oui, puis on a eu beaucoup de pubs pour Pepsi. Et voilà, bravo. D'abord, est-ce que tu saurais, alors c'est quoi les marques Pepsi? Quelques-unes. Cheetos, exactement. Doritos. Exactement, bien vu. Il y a plein d'autres boissons là. Il y a des boissons énergétiques. Ouais, mais celles connues, tu vois, les connues. Ouais, ok. Il y a Tropicana. Bravo. Qui est pas une boisson énergétique, mais je sais qu'ils ont beaucoup de boissons. T'as Lipton également et t'as Lay's les chips. Et après, sur Pepsi. Mais ça, et en fait, c'est toutes les marques que tu retrouves pendant le Super Bowl. C'est toutes ces marques là qui payent. Et pendant une demi-heure, il t'expliquait, il te parlait de Regenerative Future, Regenerative Agriculture, et il t'expliquait comment Pepsi était en train d'investir, etc. Ça sonnait complètement faux. Je suis passé complètement à côté de la conférence. J'avais un malaise, j'avais mal au ventre. Alors oui, j'accueille avec bienveillance les efforts de chacun, certes, mais là, quand t'as Pepsi qui fait de la merde et qui t'explique qu'il aide l'agriculteur du coin, il est en train d'aider sur la planète et il est en train de faire des choses sur l'emballage, j'y crois pas une seconde. Alors certainement, ils font des efforts, mais à leur niveau, je trouve ça très 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 greenwashing. Non, c'était rire. Moi, ça me faisait rire. Tu vois, ils sont allés interviewer un fermier au fin fond de l'Iowa qui nous expliquait comment, grâce à l'intelligence artificielle et plein d'autres innovations, il arrivait à produire du maïs sans OGM pour faire des super Doritos et nous vendre de la super bonne nourriture. Enfin, vendre aux Américains de la super bonne nourriture. La seule chose qui m'a intéressé dans la conférence, c'est pas Pepsi, mais c'est Deloitte qui a raconté une chose parmi les 6 forces. Et donc, je lirai l'étude en entier, mais de ce que j'ai pu survoler, elle est pas mal. Ils ont parlé des changements démographiques. Et il y a 3 points qui me paraissent intéressants. Alors, je sais pas si c'est au niveau mondial ou États-Unis. On va dire que c'est au niveau de l'États-Unis. Pour la première fois, il n'y aura plus on dit race en français? Parce que c'est en français, single racial or ethnic majority. Il n'y aura pas un groupe, moi je ne sais pas comment on le traduirait. Bon, on va dire il n'y aurait pas un groupe dominant parce que tout le monde se mélange avec tout le monde. Les femmes potentiellement contrôleraient plus de richesses que les hommes. Et la troisième chose, il y aurait plus de personnes qui ont plus de 65 ans versus ceux qui ont moins de 18 ans. Donc on est complètement en train de transformer, la société est en train de se transformer au niveau démographique et ça va induire beaucoup de changements de consommation notamment. Laetitia, tu as assisté à une super conf. En tout cas, tu m'en parlais depuis quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire de quelle conf il s'agit? Eh bien, il s'agit d'une conférence qui était animée par le CEO de
le PDG de Moet Hennessy. C'est une conférence autour du luxe et du retail. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avoir une expérience de luxe, surtout dans les vins et les spiritueux? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, en grande fan non pas de vin et de spiritueux, mais de luxe. J'ai trouvé, déjà, il faut vraiment le dire, que ce monsieur qui s'appelle, je retrouve son nom, Philippe Chaos. Il sait parler. Il sait parler, hein. Et il parle bien anglais. Il te raconte des histoires. Ah, il raconte des histoires. Quand il dit des mots français, il te les dit bien en français, il est canon. Mais tu vois, il a cette prestance, un peu comme Hieronymus de L'Oréal quand il est au CES. Enfin, voilà. Je trouve que ces gars-là, ils représentent bien la France. Mais laisse-moi finir. C'est important. On est dans le luxe, mais t'as raison. Mais c'est pas des clodos. Excuse-moi, c'est pas Marc Benioff qui vient en mode clodo ou le gars de Shopify aussi en t-shirt. Enfin, ça va quoi. Les mecs, ils pèsent, ils sont bien habillés, ils sont habillés avec des marques de la maison, forcément. Et ça, c'est important. C'est important pour toi. Pour d'autres personnes, le fond prime sur la forme. C'est l'image de la France. Okay. Ce que j'ai retenu, c'est que il y a quand même une approche innovante du luxe, même dans les vins et les spiritueux. Ce qui est compliqué quand tu vends du vin et du spiritueux, ton produit il change jamais. La composition, elle peut peut-être être upgradée, elle peut être modifiée, mais la réalité, c'est que ton champagne ou ton whisky, il va rester le même. Et puis, il y a pas de saisonnalité, et puis il y a pas d'égérie, il y a pas, le produit reste quand même très, très stable. Sauf que là, il nous expliquait que, pour Moet Hennessy, là où ça marchait plutôt bien, c'est quand il faisait des collabs. Et là, il a cité toutes ces collabs et on les voyait en vidéo. Tu connaissais? C'est que des égéries. Daniel Craig, c'est que des égéries, c'est Lady des influenceurs. Gaga. Ouais, voilà. Mais des gens qui pèsent et des gens qui acceptent d'être associés à de l'alcool quand même, tu vois. Mais on dépasse l'image de l'alcool là. On est vraiment dans du luxe. Lady Gaga, je crois qu'elle a fait pour Dom Pérignon. Enfin, voilà. C'est quand même autre chose. Et finalement, il arrivait à expliquer que oui, il y a du luxe dans un vin et dans du spiritueux. Ça c'est quand même des gros défis, parce que comment est-ce que tu fais quand t'as pas 4 défilés annuels mais que t'as un produit qui ne vit que par une collab? C'est des pros du storytelling. Donc ça se bien prête, évidemment. Là-dessus. C'est pour ça que ça me parle. C'est parce que c'est que du storytelling. C'est du récit, c'est de la narration. Ouais. Donc là derrière, il y a un vrai travail de je vais raconter une histoire, mais quelle histoire je vais raconter alors que ma maison elle est quasiment ancestrale. Qu'est-ce qu'il a raconté alors dans son storytelling, si tu creuses un peu? Est-ce qu'il a lâché des trucs intéressants ou des chiffres ou des chiffres, j'ai pas trop noté. Non, il a beaucoup fait du name dropping, hein, on va le dire. Et c'est ça qui a fonctionné. C'est le name dropping. Ça a fonctionné sur toi. Okay. Il t'a raconté une histoire. Non, mais attends. T'as rien retenu, mais t'as bien aimé l'histoire. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est que le défi, c'est comment est-ce que tu fais pour vendre un produit traditionnel dans un monde qui est en mouvement, en permanence, qui est sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Comment est-ce que tu vas raconter une histoire quand tu ne peux pas faire de la publicité pour du vin et des spiritueux à la télévision? Enfin, tu peux le faire, mais en tout cas, c'est archi réglementé. Comment est-ce que tu fais dans des magazines de mode? Comment est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Et la question a été posée. Est-ce que Instagram, ça vous a aidé ou pas? Oui, bien évidemment, parce que c'est sa plateforme où il va raconter de belles histoires. Et là, il a apporté beaucoup de cas pratiques. Il a notamment parlé de l'Asie et du Pacifique en nous expliquant que c'était des segments très particuliers, mais où ça fonctionnait très bien. Et il nous a parlé du travel. Tu connais le travel, comment ça s'appelle? Retail travel. C'est quoi? C'est les aéroports? C'est les aéroports. Et moi j'adore, c'est un segment qui me passionne, le retail travel, mais vraiment. Et il a cité des exemples en disant que en Asie, en Pacifique, c'est un marché hyper florissant pour le whisky, pour le cognac et notamment dans le retail travel. Donc tu vois, est-ce que tu imaginerais toi qu'on vende beaucoup de bouteilles de cognac? Mais c'est pas toi qui m'avais raconté ça il y a quelques jours? Ouais, mais je t'en ai parlé. L'aéroport. 90% des chiffres d'une marque qu'on peut pas citer, mais qui faisait son chiffre. C'est exactement ça. Donc moi, quand il raconte ça, bien évidemment que ça me parle. C'est des marchés hyper prometteurs. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que il a parlé du contexte géopolitique. Comment est-ce que tu fais quand le canal de Suez, il est quand même un peu compliqué à traverser, que aujourd'hui pour desservir ton marché Middle East et Asie, depuis la France, c'est compliqué parce que les coûts énergétiques ont augmenté et que surtout t'as des canaux de passage qui sont quasiment fermés et que tu continues à vendre du luxe. Donc c'était plutôt cool et ça fait vraiment partie de ces défis et de ces challenges, les défis géopolitiques. Et moi je suis contente parce que l'année dernière, rappelle-toi, on parlait absolument pas de ce qui se passait dans le monde. On s'en foutait.
parlait. Alors là, en l'occurrence, c'est un Français qui parlait, donc il est bien au courant. La politique, les conflits, le luxe, tes passions. Ah, mais moi, j'avais tout là. J'avais tout. C'est parfait. Il est parti comme un winner. Sa conclusion était... Non, mais raconte. Ah non, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un drop mic. Il est sorti, il dit, je vous laisse une vidéo, ciao les nazes. Ah oui, sympa. Oui, ça, c'est un truc de winner, ça. Non, mais c'est donc, la classe. Donc, explique au micro comment c'est. Non, toi, explique mieux parce que. Ah non, à la fin, le speaker lui pose une question, il fait une petite réponse. Je sais plus sa réponse et puis il dit de toute façon en conclusion le plus important, je sais pas quoi, une narrative, on vous a préparé une vidéo. Il se barre et puis la vidéo c'est Nadal ou je sais pas quoi qui fait un spot. Non, c'était pas Nadal, tu confonds pas s'il te plaît, c'était Roger Federer. Ok, mais tout pareil. Bref, un gars qui joue au tennis là, avec une raquette et une balle et puis voilà. Enfin bon, tout ça pour dire, on rigole pas, on confond pas Nadal et Federer. Même on stage, il vit sa marque et donc ils sont rodés, ils savent. Sa marque, bien évidemment. Et donc c'était au moins au pire divertissant. Le meilleur influenceur de Moet Hennessy. C'est le CEO, quoi. Ok, donc t'as adoré, donc il faut qu'il t'invite dans ses. Ah, je rêverais. Dans ses et je ne bois pas une goutte d'alcool, mais voilà. Bon, Adrien, il y a notre petite rubrique habituelle qui s'appelle les Frenchies de la NRF. On a rencontré qui comme Frenchie de la NRF? On en a rencontré un paquet, mais après, avec qui est-ce qu'on a enregistré? Écoute, on a enregistré d'abord le matin avec Orchestra Pré-Maman, qu'on a rencontré ici, donc Valérie et Christophe. Je te propose d'écouter ça tout de suite. Bonjour Valérie, bonjour Christophe. Valérie, est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Bonjour Adrien, bonjour Laetitia. Donc moi je suis Valérie Desvaux, je suis CDO chez Orchestra. Donc Orchestra c'est une marque pour enfants donc qui distribue du textile et du matériel et de l'équipement pour bébés. Super, merci Valérie. Tu n'es pas venue seule, tu es venue avec Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à vous deux. Qui es-tu Christophe? Moi je suis le directeur général d'Orchestra. Et tu accompagnes Valérie aujourd'hui à New York. Alors Christophe, qu'est-ce que tu fais ici à New York? On est venu à la NRF 2024, première participation d'Orchestra à ce grand salon retail mondial annuel et on est très heureux d'être ici pour découvrir toutes les nouveautés du monde du retail. Justement Valérie, toi en tant que CDO, qu'est-ce que tu es venu chercher à la NRF ces 3 prochains jours? Ce qu'on est venu chercher, donc Christophe et moi, c'est surtout une validation de tout ce qu'on a prévu de faire et de la manière dont on va accompagner Orchestra pendant les prochaines années. Donc c'est valider le plan de transfo, valider les axes stratégiques et puis surtout s'ouvrir les chakras sur des nouvelles solutions et tout ce qui nous manquerait dans nos parcours omnicanaux. Et toi Christophe, tu as des attentes particulières pour cette édition de la NRF? Oui, complètement. On entend beaucoup parler de data, d'intelligence artificielle et on se doit de toujours être parfaitement informé de ce qui se passe dans le monde du retail et notre job c'est également d'arriver à anticiper le changement de comportement de nos consommateurs autant que faire se peut et donc anticiper les mutations que devront subir Orchestra de façon à être toujours plus proche de nos consommateurs. Ces 2-3 derniers jours, vous avez visité des magasins, ce qu'on appelle les store tours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un magasin, chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez partager une expérience, quelque chose d'inspirant, d'intéressant, ou justement qui pourrait pas du tout s'appliquer pour vous? Justement des expériences qui pourraient pas trop s'appliquer à notre cas de figure, c'est celle qu'on vient de faire là dans une toute petite boutique avec des paniers moyens très très hauts, donc luxe avec peu de produits, ou tout ce qui est outils de mobilité et difficilement transposable dans nos grandes boutiques. On a du 5000 m² dans lesquels on a des vendeurs qui ne pourraient jamais faire ce genre d'opération. Donc ça nous conforte dans nos choix également. Christophe, t'es le big boss d'Orchestra. Quelle est ton ambition pour la marque cette année? L'ambition pour la marque cette année, c'est vraiment la positionner ou la repositionner en France comme une vraie marque lifestyle. Je pense que Orchestra la marque a été un petit peu écornée ces dernières années et on se doit vraiment de la repositionner au niveau auquel elle doit être et au niveau auquel elle est dans tous nos autres pays. Et l'autre ambition qu'on a pour Orchestra, c'est développer la pratique omnicanal et aller toujours plus loin sur ces sujets-là, d'où notre présence également à la NRF, puisque ce sujet-là est également central cette année. Justement, je vais rebondir sur l'omnicanal. Et pour toi, Valérie, le sujet omnicanal, c'est un sujet, une histoire sans fin. On commence et on sait jamais quand ça va se terminer. On pourra toujours faire plus. 2024, sans nous dévoiler des secrets, c'est quoi les axes omnicanaux? C'est l'expérience client en magasin, c'est plutôt le digital, c'est la réconciliation, c'est le back office. C'est plutôt l'expérience en magasin. On a un outil digital qui est au niveau, qui a été refait il y a pas très longtemps. Donc là, l'idée c'est d'aller développer tout ce qui est expérience omnicanal, excellence dans l'expérience omnicanal, travailler vraiment des parcours unifiés, ce qu'on n'a pas aujourd'hui à disposition de nos clients. Donc c'est notre enjeu, c'est vraiment de travailler les parcours.
pas d'investissement, mais vraiment du parcours, de la communication client au bon moment. Christophe, on a assisté à un store tour ensemble. Je crois qu'il y a un nouveau concept qui émerge ici aux États-Unis. Ouais, c'est vrai qu'ils sont toujours avant-gardistes, ces Américains. Et il est vrai que le acheter gratuitement, on l'a découvert ce matin et je pense qu'on en a tous pleinement profité. Donc, ça nous aura bien marqué. Valérie, pour tous nos auditeurs, là en 2024, qu'est-ce que tu voudrais partager d'Orchestra, de quelque chose que vous faites, que tu aimerais mettre en lumière? Ce qu'il faut qu'on mette en lumière, c'est la singularité de notre entreprise, notre marque. On a notre club, le club Orchestra, donc c'est un programme de fidélité payant qui donne des réductions toute l'année et qui est très rapidement amorti, puisque dès lors qu'on fait un achat de 60 €, le club est directement amorti. Donc venez tous adhérer au club et profiter de notre expérience en ligne et omnicanal. Christophe, on parle de combien de personnes qui sont membres du club? On parle d'1 400 000 membres. Ah oui. Club actif sur toutes nos zones géographiques. Et je rejoins pleinement Valérie. Concept one-stop shopping avec du membership assez unique dans le monde de l'enfant et en Europe, ce qui fait notre force. Et belle continuation à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Bon, c'était plutôt cool avec Valérie et Christophe. On peut dire en off qu'on s'est bien marré avec eux. C'est ce que j'allais dire. On s'est tellement marré en offline. On l'entend pas au micro, mais franchement, qu'est-ce qu'on se marrait. On a vraiment beaucoup rigolé. Et tu sais, c'est le genre de personnes, tu les connais pas au bout de 5 minutes, c'est les meilleurs amis. Ah là, c'était au bout d'une heure, t'as envie de chialer, tu te dis, mais ça y est, quand est-ce qu'on se revoit? Je me suis sentie très bête parce que Christophe est quand même le DG d'Orchestra et tu racontes tout? Je l'ai pris pour une personne moins importante dans la hiérarchie. Voilà, on va dire ça comme ça. Écoute, on a aussi rencontré WorkJam, comme tu disais, tu te baladais, on est tombé sur leur stand et puis Alors ils sont pas français, ils sont canadiens, mais ils parlent un français excellent. Et je te propose qu'on les écoute tout de suite. Et nous sommes sur le stand de WorkJam pendant la NRF et on a retrouvé toute l'équipe. Je suis accompagnée de Catherine, Chloé et de Josh. Merci à vous. Je vais vous laisser vous présenter. On commence par Catherine. Oui, bonjour. Je suis Catherine Roy. Je suis CEO de WorkJam. Oui, merci de nous inviter. Moi, c'est Chloé. Je suis une Solutions Consultant, aussi connue sous le terme de Pre-Sales. Et bonjour, Joshua Ostriga. Je suis chef de la direction expérience client et aussi un des fondateurs de WorkJam. Bon, Josh, tu as le micro. Explique-nous ce que c'est que WorkJam. WorkJam, c'est une application pour les frontline workers. Essentiellement, on appelle ça un digital frontline workplace. Et essentiellement, c'est pour aider aux magasins ou les détaillants pour essentiellement faire tous les besoins qu'ils ont pour communiquer avec eux-mêmes, pour gérer les horaires, pour faciliter la formation, tout en un application. Une chose qui est importante, c'est nous sommes une compagnie globale. On a des bureaux à Nord-Amérique, mais aussi à l'Europe et aussi en Asie. Et aussi, on a les opérations partout en Europe. Aussi, nous sommes dans 42 langues, incluant le français. Chloé, on est ici à la NRF, c'est le salon du retail. Pourquoi une solution comme la vôtre, Accès People, elle est ici au salon de la NRF? Avec tout ce que les détaillants, les grosses compagnies expérimentent, il y a un grand niveau de turnover des employés. C'est difficile de retenir nos employés, de rendre le travail attrayant. Une application comme la nôtre est tellement relevant et importante et de plus en plus, on voit un grand enthousiasme autour de notre genre d'application. L'engagement avec l'employé, l'expérience employée, c'est quelque chose que les compagnies mettent beaucoup d'emphase et ne va que continuer à croître. Catherine, toi, tu es une ancienne de l'e-commerce, comme nous. C'est nouveau, ce genre d'application pour les frontline workers. Ça existait avant ou pas? C'est quand même assez récent. WorkJam a été fondé en 2014, mais je pense que l'équipe fondatrice a vraiment vu le besoin parce que la majorité des entreprises ont commencé leur transformation digitale il y a longtemps, mais cette transformation s'était pas rendue aux employés de terrain. Donc, ça s'arrêtait au niveau des gens qui ont un ordinateur pour faire leur travail. Maintenant, WorkJam amène la transformation digitale au niveau de l'employé de terrain. Donc, dans sa poche, l'employé, la caissière, le vendeur a maintenant accès à son univers, dans son workplace digital, là, sa place de travail, on pourrait dire, à travers une application comme WorkJam. Catherine, tu peux me citer des clients que vous avez worldwide? Oui, Marks & Spencer, Hilton, Shell, BP, Starbucks, Target Australie. On en a plusieurs autres, mais ça, c'est de nos grands clients. C'est plutôt pas mal, c'est un joli catalogue.
Josh, tout à l'heure, tu nous expliquais qu'une des forces de ce que vous proposiez, c'était une super app. Je crois que c'est toi qui utilisais cette expression où tu retrouves tout. Il n'y a pas à jongler avec différentes apps, différents accès. Comment est-ce que vous positionnez sur le marché avec les retailers sur votre solution? Ça parle ça d'avoir une seule app, une expérience client qui soit une expérience employée qui soit facile à utiliser, etc. Oui, absolument. Essentiellement, le grand trend maintenant avec tous les détaillants, tous les retailers, c'est de premièrement sauver d'argent. Les budgets sont été coupés. On doit faire plus avec moins. Alors, une chose, c'est une consolidation des outils pour avoir plus de bénéfices sur une application singulière. Alors, c'est très important pour, même pour les vendeurs, les vendeuses qui sont, doivent utiliser ces outils. Ça doit être facile, ça doit être vite. On doit prendre moins du temps sur les gestions, sur le côté de gestion, et essentiellement pour juste faire plus efficace sur toutes les choses qu'il fait. Alors, c'est essentiellement une chose le plus important, c'est l'efficacité. Le grand focus, c'est sur l'excellence de l'opération, mais en même temps, c'est on dit ça ici en anglais, je sais pas comment dire en français, mais on gagne les dollars and hearts, l'efficacité sur les opérations et sauver les coûts, mais en même temps, pour faire une application qui va aider à améliorer les émotions et l'engagement. Les employés vont se sentir interpellés, vont aimer l'application, donc on gagne leur cœur et on les retient plus. L'opinion des employés est prise en compte, puis ça augmente leur expérience, en fait. C'est vraiment l'expérience employée. Se sentir pris en compte, pas comme juste un numéro, puis sentir comme leur opinion est important et comment ils se sentent et leur well-being au travail est important. Chloé, est-ce que tu aurais un use case à nous partager, peut-être un cas client? Tu n'es pas obligé de citer le nom, mais nous expliquer voilà comment ça marche, WorkJam, chez tel client. Mon Dieu, on a tellement de bons exemples. Ton client préféré? Un grand client chouchou pour nous, c'est Starbucks. Ils voyaient un grand niveau d'employés qui finissaient par quitter parce qu'ils étaient même pas au courant de leurs bénéfices employés. Ils savaient pas de tout ce qu'ils avaient à quoi ils avaient accès. Et puis WorkJam est rentré et puis a permis de communiquer plein de choses plus rapidement, plus efficacement, ce qui leur a permis à réaliser, wow, OK, Starbucks, un meilleur employeur. Ouais, they really care about us, Donc ça a vraiment amélioré l'engagement puis l'expérience de leurs employés à travers l'application de WorkJam. Alors, ça fait plusieurs années que je connais Laetitia et que je travaille avec elle, et moi, je suis un mec de la tech, et Laetitia me dit constamment, Adrien, s'il n'y a pas de consommateurs et s'il n'y a pas des vendeurs en magasin, des personnes, il n'y a rien du tout. Donc, il faut arrêter d'être toujours tech. Alors, j'ai une question très difficile pour vous. En chacun vos tours, vous allez y répondre. C'est quoi 2024? Ça sera quoi la tendance, à votre avis, dans ce marché des people, des gens, de l'onboarding des sales associates? Moi, je dirais, on est encore dans un univers où la rétention est super importante. La rareté de la main-d'œuvre, ça continue d'exister partout. Donc, garder nos employés, les garder motivés, les garder engagés, c'est clé pour tous les détaillants. Donc, ça va continuer d'être au cœur de l'expérience. Puis, comme Josh l'a mentionné plus tôt, l'efficacité opérationnelle est clé pour les détaillants. Comme les indices macroéconomiques sont pas tellement à leur plus haut présentement, c'est difficile pour les organisations, chaque dollar compte. Donc, aller chercher l'efficience opérationnelle au niveau terrain, c'est quelque chose qui avait pas été possible avant. Donc, on permet aux organisations de s'assurer que les tâches sont bien distribuées, que tout de suite quelqu'un s'y met, que on dit les workflows, mais que les processus de travail soient optimaux, que les distributions des quarts de travail soient optimaux. Donc, une application comme WorkJam, ça permet aux managers de terrain d'avoir beaucoup plus de temps pour eux, pour des tâches à valeur ajoutée, plutôt que de gérer les petites tâches comme la distribution des tâches et les échanges de quarts de travail. Alors, Chloé, ensuite Josh, vraiment en un mot, la tendance 2024, Hugo, parce que ça, Catherine nous a fait nous a décrire. En un mot, la tendance cette année. Moi, je veux compléter ce que Catherine dit, mais pouvoir aux employés
Et quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais tu viens d'y toucher, Catherine, mais pouvoir aux managers, ils ont tellement de stress, tellement de choses sur leurs épaules. Alors, le bien-être des employés, dont justement enlever beaucoup de stress sur le dos des managers, puis éviter les burn-out. De mon côté, sans doute, c'est qu'est-ce que Catherine a mentionné, c'est augmenter la productivité. C'est essentiellement sur les minds de tous les de tout le monde. Et par exemple, on n'a pas expliqué, mais on a un système de gestion de tâches. Et par exemple, ça c'est une façon formidable de essentiellement changer comment une compagnie peut gérer toutes les opérations. Et on a plusieurs compagnies, plusieurs clients de nos côtés qui ont dit après implémenter juste cette notre module de tâches, task management, c'est ils ont changé toutes les opérations et aller à un nouveau niveau, another level, Alors la productivité, c'est numéro 1. Catherine, comment on fait pour en savoir plus sur WorkJam? Vous pouvez aller voir notre site workjam.com. En français, il existe. Oui, il existe en français. On vous souhaite beaucoup de succès en Europe, en France, et puis surtout pendant ce salon-là. On arrive à la conclusion de cet épisode. Laetitia, je te propose qu'on se fasse une mini conclusion. Je vais commencer parce que j'ai la parole et je me l'impose. Je m'impose. Parce que je fais l'intro et puis pourquoi pas faire tout le développement. Parce que je vois les notes. J'ai pas lu tes notes, mais je vois la taille de tes notes et je pense que tu vas être beaucoup plus loquace que moi. J'ai 3 petites choses en conclusion. Premièrement, je m'engage demain à faire plus de confs et avoir plus d'insights qui sont un peu moins des lieux communs. Il y avait des choses intéressantes aujourd'hui, mais je pense que je peux trop dénicher des trucs un peu plus underground. Donc ça, c'est un peu note pour plus tard ou note mentale pour moi. La deuxième chose, j'ai trouvé, j'aimerais bien avoir ton avis, mais que alors déjà on est aux États-Unis, mais en plus dans ce salon le contact est extrêmement facile avec n'importe qui. Je suis allé voir les Brésiliens là qui étaient assis, on est allé voir n'importe quel stand, en 2 secondes ils te parlent, ils te sourient, au début ils disent c'était qui, mais en fait le contact est facile, ils ouvrent les portes, ils ouvrent les chakras. C'est toujours aux États-Unis, à chaque fois. Ou alors avec nous. Peut-être qu'ils voient de Google qui débarquent, etc. Non, mais moi je trouve que c'est tellement facile. En fait, on pourrait montrer du doigt, va voir ce qu'ils font, essayer le truc. C'est hyper facile, t'auras tout ce que tu veux. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien. Et la dernière chose que je voulais te partager, j'aimerais bien avoir ton avis à la fin de cette première journée, c'est l'optimisme. Alors moi, je suis de nature optimiste, donc je me retrouve bien. Alors peut-être qu'elle n'est pas du tout d'accord avec moi, mais je trouve que les gens, ils ont le smile, ils sont plutôt optimistes sur le marché, que ça soit au niveau de la tech, des people, des process. On regarde cette année, oui, c'était compliqué l'année dernière, mais cette année, alors parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent et de temps et d'énergie à venir ici, peut-être, mais je sens un certain optimisme, non? Oh non, moi je le sens absolument pas, au contraire. T'es ironique ou c'est vrai? Ah non, je t'assure, je sens pas d'optimisme. Je sens pas quand tu discutes avec WorkJam qui te dit non mais en fait on a créé cette application parce que les gens se sentent mal et que ils vont en burn-out et sauter par la fenêtre. Ils sont en burn-out et machin. Bon non, ça va pas mieux en fait. C'est pire que jamais et voilà. Mais après, moi j'ai pas discuté encore avec tout le monde. On n'a pas encore eu les conférences sur les tendances économiques. Et ce qui se passe aux États-Unis pour moi c'est un microcosme. C'est absolument pas transposable en Europe. Donc, on est d'accord. Bon ok, donc t'es pas d'accord avec mes 3 points. Pas. Certes. Vas-y à toi. C'est quoi ta conclusion? Bon moi comme d'hab c'est des longues journées. Elle va se plaindre d'abord de ce qu'elle a mangé, de ce qu'elle a vu. Non, pas du tout. T'as pas donné ton avis sur la bouffe encore. T'as pas trouvé de M&M's, t'es dégoûté. Vas-y. Et les goodies, 0 goodies. On peut en parler, ça. Est-ce que c'est la RSE qui frappe enfin ou est-ce que c'est juste il y a plus d'argent dans les caisses? Je sais pas. Non, c'est une journée assez longue. On commence très tôt les store tours. On enchaîne avec les confs. On découvre plein de solutions. Mais ça, c'est la diva qui se plaint, qui travaille. Je ne me plains pas. Ouais. Je dis que c'est très bien. Ce sont des journées complètes. Ah oui, et denses. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire un épisode de podcast par jour. C'est qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a du contenu. Donc c'est génial. Parce que, excuse-moi, parfois on se retrouve sur des événements, il n'y a rien à raconter. Là, c'est bien. On veut des noms. Je ne dirais rien. Des événements où on ne va pas. Donc voilà, si on ne va pas à votre événement. Le deuxième point, c'est quand même sympa de retrouver tout l'écosystème français. On est à New York, c'est cool. En revanche, moi j'ai quand même l'imprestion qu'on voit tout le temps les mêmes têtes. C'est quand le renouveau là? Ouais, parce que, excusez-moi, le pavillon France, il est génial, mais ça fait 5 ans qu'il y a les mêmes têtes. Je sais pas. Non, il y en a certains qu'on voit tout le temps, mais là, c'est quoi les noms? Non, je vais pas citer de noms, mais ils sont où les nouveaux? Non, mais genre Valou, Valoche. Là, oui, on va aller les voir. Je vais aller les voir direct. Mais parce qu'ils sont sympas, ils nous ont approché de manière sympa. Non, on n'a jamais entendu parler de. Sinon, c'est comme tu disais tout à l'heure. Les gars, vous êtes plus des startups. Arrêtez de squatter le pavillon français.
Je t'ai vu un vrai stand. Je suis d'accord avec toi. Il y en a qui se sont émancipés. Tu vois, Booksy, il est de l'autre côté. On est avec vous, mais on va voir son truc. Non, mais ok, d'accord, ok. Non, et puis même pour nous, c'est pas intéressant. On a envie de rencontrer des nouvelles têtes. Oui, mais bon, et c'est pas pour nous. Ils font pas ça pour nous. Business oui, ils s'en foutent de nous aussi pour les trucs. Mais ok. Je dis pas ça. Je dis pour les retailers. Okay. Imagine, t'es un retailer et tous les ans, tu vois les mêmes pavillons français. Bah, tu te dis quoi sur la France? Ça innove pas beaucoup. Ah, il y a encore Algolia. Oh, bah alors. Moi, je donne aucun nom. Non, ils sont en plus Algolia, je suis mauvaise. Ils ont quitté le truc il y a très longtemps. Tu t'enfonces, Laetitia. Ok, quoi d'autre? Bon, il y a de l'IA partout. C'est cool, c'est génial. Jusque dans le people management. Donc, on voit que l'IA est vraiment partout et je pense qu'on va rigoler à un moment donné. Tu vas nous faire un jeu, sur les punchlines, les slogans avec de l'IA, tellement c'est partout. Le truc que j'ai quand même bien apprécié, c'est le tap to pay. Ici, c'est un incontournable. Et nous, on était là en mois de novembre. Ouais, c'est génial le tap to pay. Non, ça arrive, ouais. Ça arrive. Ouais, non, mais les gars, ici, c'est là depuis un moment. Ça arrive au UK en juillet. D'ailleurs, on a discuté avec le gars qui a développé. Enfin, moi, j'ai discuté, Jean-Christophe, un Français qui vit à San Francisco. Au niveau monde, un Français. C'est le gars qui a l'idée de tous les déploiements du tap to pay. Non, rien. Comme 3 pommes. Non. Oh, comme une citrouille. Non, je rigole. J'essaie, il était gentil. C'est quoi, il se présentait, il pouvait pas dire Jean-Christophe. Donc, il disait un autre truc. Non, il s'est présenté avec un petit bidon alors que c'est monsieur qui pèse. Non, mais il pèse grave dans le game. Tap to pay manager. Ok, je vais même pas parler. Tu vois. Les gens vont croire que je suis comme ça. Et après, il dit, j'ai déployé dans tous les pays du monde. C'est moi qui ai l'idée. Non, mais contre, il a aucune réduction Apple, tu vois. Nous, on a 15%, lui, il a 20%. Donc, non, ouais, mais il a tout le matos. C'est des gros radins chez Apple. Qu'est-ce qu'il va acheter? Il a tout. D'accord, lui, il est multimillionnaire peut-être, mais c'est des radins chez Apple. Non, mais je veux pas ça. C'est en tant que salarié en plus à son niveau. T'imagines bien qu'il a le MacBook Pro qu'on a envie d'avoir et le dernier téléphone. Je sais pas. Direct dans son. Tu crois? Tous les ans, il a le nouveau truc. Bon, peut-être pas. Mais peut-être. J'ai l'impression que les réductions. Je sais pas. Alors, donc, c'est quoi ta conclusion en fait? Non, c'est cool. Mais moi, j'adore et même de le vivre et de l'utiliser. Mais c'est magique. Moi, je suis heureuse de voir que ici, taux d'adoption plus et tout est simple pour payer. Mais c'est trop bien. Bon voilà. Et après, mon coup de gueule, Marc Benioff. Mais je sais pas, le gars est un influenceur. Je sais pas, tu voulais qu'on en parle. Bah, tu m'as censuré. Non. Ah mais vas-y, on parle de la conf, mais direct. Mais non, mais le gars est un influenceur. Combien de produits il a cité? Puis en plus, c'est que des produits français quand même. Bon alors, ok. Bon alors là, c'est bon. Envoyez les avocats à Adrien @ lecafé-de-l'e-commerce.fr. On va en discuter. Donc déjà alors attends, dis-moi tout ce que tu as à dire et ensuite moi je vais te donner mon feedback dessus. Non mais ça n'avait ni queue ni tête. J'ai pas compris le fil conducteur. C'était bien parce que quand même il a positionné tout ce qu'il possédait et ça c'est cool. Le mec a un jet, il arrive depuis Hawaï. T'as le CEO, t'es le patron de la NRF qui a 4 pattes devant Marc Benioff, faut le dire. C'est clair. Il en plaçait pas une. Voilà, il était là, lui lécher les pompes avec sa langue et puis il se disait s'il te plaît Marc, est-ce que je peux en remettre un coup? C'était dégueulasse. Marc qui s'écoute parler, qui est complètement dans le monologue. On lui parle d'une question, bah tu vois, je te disais ça en rigolant, on lui dit c'est quoi je sais pas quoi les tendances du monde qui se transforment. On a lancé Slack pour en temps réel pour récupérer ta donnée grâce à Einstein. Voilà, c'est ça. Enfin, c'était n'importe quoi. Alors, et le storytelling, etc. Donc, non, moi, j'ai bien aimé parce qu'il racontait sa vie et il expliquait, mais quand je vais chez Louis Vuitton, c'est génial, ça se passe vite, c'est bien, mais quand je prends mon jet et que je bois mon champagne à 3h du mat, je suis content d'avoir la notification de savoir où est mon colis. Non, mais bon, bref, c'est un peu un truc comme ça. Non, franchement, hyper malaisant. Mais il a donné des chiffres, chez Kering, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment chez Gucci, c'est plus 30% des ventes. Moi, j'ai trouvé ça complètement déplacé. En plus, il était dans la plénière, donc il a dû mettre son billet pour avoir la grande salle. Le titre de la conférence, c'était un truc de fou où tu t'attendais à un truc de malade et c'était que du sales pitch. Alors on sait que c'est un commercial, c'est un marketeur, c'est mon ancien patron, donc je me sens complètement libre de lui dire c'est n'importe quoi. J'ai perdu 30 minutes sur cette conf qui ne servait à rien. On a bien rigolé. Toi, tu rigolais. Moi, j'étais impatient sur la chaise. Je me disais mais qu'est-ce que je fais là? J'ai envie de m'enfuir. Mais tu me disais non, reste là. Attends, le mec, vraiment, c'est un influenceur. Il a fait du name dropping. Ça ne marche pas avec personne. Non, mais attends, il a fait du name dropping pour toutes ses solutions. Voilà, il a placé ses people, il a placé sa compagnie. On ne sera plus jamais invité par cette force. On ne fera plus jamais rien avec. Non mais bon, il peut avoir un patron. Non, moi je trouve que franchement, il a placé tout ce qu'il avait à dire. Tu seras invité par cette force. Ouais, voilà. C'était rigolo parce que ça n'avait ni queue ni tête, mais il l'a fait. Il a fait le job. C'était du grand n'importe quoi et tu sais, alors attends Laetitia, on est arrivé dans une conf. Mais par contre attends Laetitia, une seconde. On est entré dans une conf, j'ai vu la slide, c'est Salesforce qui la présente, je lui dis on s'en va, il y a rien à faire.
Oui ou non? Oui, c'est vrai. Moi, Voilà, je dis non, je c'est veux perte rester, ça ouais, m'intéresse. perte de temps totale. Et ben voilà. Et le karma m'a fait payer ça parce que derrière, c'était. Non, par contre, on est d'accord que Marc Benioff, il a de la tunasse. Hein, il pèse 9 milliards. Allez sur Google. Ouais, j'ai été vérifié. Mais le gars arrive comme un clodo habillé. Excuse-moi, je préfère vraiment la classe de Moët & Cie. Le gars était propre. Non, en fait, il s'habille avec ses marques et après il raconte son bien truc. Évidemment, Je suis allé chez Cucinelli ou je sais pas quoi. Mais quand oui, tu vas sur le stand, tu revois la marque, machin. J'ai compris. Mais même, enfin, voilà, on dirait qu'il sortait de. Bon, j'arrête. Ouais, là, tu vas un peu loin. Moi, tu critiques le look. Moi, non, c'est important. Et tu le sais que c'est important pour moi. Bah, en fait, ça vient dépend. Pas comme un plouc sur. Non, ça dépend ce que tu représentes. Et mais il représente pas une marque de plouc. Voilà. Non, quand t'es dans le luxe, etc. Je suis d'accord. Le gars, il équipe 90% des boîtes de retail. Oui, mais si c'est un génie, etc. Si c'est Musk qui t'explique où va le monde, etc. Quel est le futur, il peut être habillé en caleçon, on s'en fout complètement. Mais bon, là en l'occurrence, c'était bidon ce qu'il racontait. En plus sur le look. En plus, il était mal habillé. Bah voilà. Bon, allez, bref, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Bah Laetitia, on a fini, je crois, non? Ouais, on a fini. Ça, c'est vraiment fini en café du commerce. Du coup, on se dit à demain. À demain tout le monde. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Ça se dit ça encore, non? S'ils ont des questions. Non, on ne dira pas. Ça sera trop tard. Ouais, ça sera trop tard. N'envoyez pas. Mettez des commentaires sur Apple. Mais il y a le groupe WhatsApp. Et voilà, et rejoignez. On est plus de 600. On a un sous-groupe NRF. On a une 50aine de personnes. On se marre, on balance des photos. Et puis voilà. Allez, à demain tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Ouh là 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 là, ça va pas du